Le 3 juillet 1984, c'est le départ tant attendu de ce que nous allons appeler le rêve ultime. Au fil des jours, l'équipe aura à négocier 4 étapes bien distinctes en route vers la grande capitale américaine, la cité olympique. En suivant la progression des coureurs, vous reconnaîtrez la première étape comprise entre Montréal et les Prairies. La seconde, de la frontière manitobaine jusqu'au début des Rocheuses. La troisième, la traversée de cette formidable chaîne de montagnes jusqu'à Vancouver. Et la quatrième, la côte ouest américaine, dernière étape de ce voyage qui nous mènera à Los Angeles, cité de la 23e Olympiade moderne. Midi exactement, coup de canon de la compagnie franche de la marine. C'est un départ après plus de 2 ans de préparation physique, de négociations, de réunions et de réflexions. Tous sont au rendez-vous. Les coureurs, l'équipe de soutien, les familles, les dignitaires, les médias, tous ceux qui ont cru en nous et qui nous l'ont prouvé par leur support moral, physique et financier. Cette valeureuse équipe défiera les routes de l'Amérique du Nord tout au long de cette course à relais, les conduisant de Montréal à Los Angeles, en passant par Vancouver. C'est l'euphorie du départ. C'est le bonheur total au sein des 3 unités. Le convoi grignote les kilomètres méthodiquement et très rapidement, puisqu'un coussin de quelques heures d'avance sera nécessaire pour franchir les Rocheuses. Du moins, on le croit. Déjà 204 kilomètres de parcourus et nous voilà en Ontario. Les 3 équipes se relèvent à toutes les 6 heures et à chaque jour, 320 kilomètres sont derrière nous. Allez vous rejoindre là, à votre place. OK. Voici que les premiers problèmes se pointent à l'horizon. Les moustiques et les montagnes du nord de l'Ontario s'avèrent des ennemis de taille, non prévus au départ, car les principales craintes étaient d'affronter les Rocheuses. Oh, alors, hein? Le cordon du cœur, comment est-ce qu'il est? Le cœur? Le cordon du cœur? Oh, il est très fort. Parfait, c'est ça qui est le principal. Ouais, aujourd'hui, je sais pas, je suis le cafard, je suis l'ennuyeux, tu sais. Ouais. On est à 150 000 tonnes de billes, là, au nord. Un peu serré là-dedans. Ouais. Je viens de jouer de ma femme hier, puis j'ai pas été capable, puis c'est bon. Ça me fait quoi, tu sais? Ça va venir, ça va venir. On est lundi aujourd'hui, elle va rester à la maison faire son lavage. Les rives du lac supérieur offrent cependant un oasis de paix et de tranquillité entre les relais. Un petit souper au charbon de bois en face de ce formidable réservoir d'eau douce long de 800 000 et large de 400 000. Après une semaine de route, le véhicule motorisé si merveilleux, si spacieux, si fonctionnel et si splendide au départ rétrécit à vue d'œil. Les vêtements du voisin prennent de plus en plus de place et tombent même sur les nerfs. Ceux qui aident aux corvées, depuis le début, se disent les seuls à travailler. D'autres affirment qu'ils ont toujours des relais très difficiles. C'est le stress, la fatigue
et le temps qui gruge le moral. Loin de la maison et encore plus loin de l'arrivée, chaque unité s'aperçoit que vivre à 6 dans un espace aussi réduit que 100 pieds carrés n'est pas ce que l'on pensait. Il va falloir dialoguer, négocier, faire des compromis et oublier son ego pour penser un peu plus à l'autre. Sinon, ce sera très pénible. Ça va, Robert? La chaleur, c'est pas pire. Combien t'as de milles de fête, là? Là, j'ai environ 3000 et demi. Ouais. Pas très bien. Un bon vent de côté. Je peux pas avoir mieux. Ouais. Good. Toi, ça va bien? Là, tu m'as pas trop fort? Pas trop fête, non. Le relais se poursuit toujours, au même rythme, et chaque coureur apprécie davantage les petites attentions du personnel de soutien. Comme ça, l'équipe a manqué de gaz la nuit passée. Ouais. Ah, c'était pas grave, on était pas en perdition. Il y a que c'est mille dans le bois. On avait une grosse épaule, là. Il appelle ça les shoulders, ça, sur le bord de la route, là. On était à côté sur l'épaule, puis la marque qui dit, on va aller du gaz, là. Mais Iltus, moi, je pensais que l'Iltus va passer. On va prendre son 5 gallons, Iltus. On va le mettre dedans, on va se rendre au premier bilan. Finalement, il préférait aller faire un tour de monsieur. Il est là, absolument, il est là. Ça va, pas mieux de même? Oui, oui, fesse. Il est là. Les gars sont contents. Là, on va dormir, on va se lever, on va déplader. Les relationnistes travaillent avec acharnement de ville en ville, car les médias sont toujours présents. Tous ont cependant très hâte de sortir de l'Ontario. Cette province si belle à parcourir en auto devient un cauchemar pour les coureurs avec ses côtes abruptes, ses températures froides pour cette période de l'année et ses moustiques en quantité astronomique aussitôt que le soleil baisse à l'horizon. Près de Thunder Bay, à la pointe nord du lac supérieur, se dresse la statue de l'un des plus courageux Canadiens, Terry Fox. Plusieurs sont muets devant ce monument dédié à la mémoire de ce très courageux athlète unijambiste qui avait entrepris la traversée du Canada d'un océan à l'autre pour tenter de vaincre cette terrible maladie qu'est le cancer. Ce monument nous rend humbles à la pensée que cet homme a entrepris seul, ce qu'aujourd'hui nous sommes 20 à réaliser. Le 10 juillet annonce le début de la deuxième étape. Nous apercevons enfin la frontière du Manitoba. Fini les montagnes et la misère. Enfin, les grandes plaines et les belles villes à parcourir. Ce nouveau défi s'annonce moins inquiétant que le précédent, et cela insuffle une nouvelle façon de voir aux coureurs. On parle maintenant des malheurs passés et des maux de jambes, en se disant que le pire est derrière nous. Tout est oublié et l'esprit d'équipe renaît. Ça va bien, Carole, ça va bien. Tu vas avoir des policiers qui vont courir avec toi. Tu es au courant? Tu as un inspecteur, es-tu content? Le dialogue est meilleur et les échanges plus nombreux. Quelques bonnes périodes de repos à un hôtel Holiday Inn et c'est le bonheur presque total. La chaleur et les vents de face ont remplacé les montagnes. On en vient même à dire qu'au moins en Ontario, le paysage était plus varié que ces champs de blé à perte de vue, tous semblables au bout de quelques jours. De plus, c'est la deuxième semaine du relais, la plus difficile moralement, car il y a un adversaire de plus dans la partie. La compétition entre les unités. Chacun trouve à redire sur la performance de l'autre. Celui-ci a couru la nuit à l'abri du soleil de plomb. Celui-là fut plus choyé de n'avoir pas eu de vent. Ou encore, il a bénéficié d'une bonne nuit de repos dans un hôtel d'un grand centre. Heureusement, à Regina, l'arrivée du 21e membre de l'équipe aide à faire baisser la tension. Ça va? Ça va.
Moi, je sais. Tu faisais attendre, quoi? Ouais, qu'est-ce que tu veux, il n'a pas voulu. Pas de gros. Donc, quand je suis content de voir, Ah, il est là. oui, je... Juste au-dessus, nous autres. Ah, pris une belle forme en avant. Comment ça va, mon homme? Viens, toi. J'avais honte de toi. Ah, ça va en faire comme tu dis qu'elle vient là en français. Alors, là, tu dis... Ah oui, Il va parler vite en école. Le désir de continuer en équipe jusqu'au bout revient. Avec près de 7 heures d'avance sur l'horaire prévu, le moral est à la hausse. Ah ouais, mettez-vous toutes là, là. Essaye de prendre une photo, là. Ouais, la coupée rouge, toi, les gars. Ah ouais, André, colle-toi sur... À notre arrivée à Calgary, la réception du public est formidable. Nous faisons la une dans les journaux et à la télévision. Moi, tu trouves ça, là? C'est beau? Hein? Ouais, c'est pour l'avoir la mère, je pense. Qui? La mère? Hein? Non? Je pense pas. Ce que mes messieurs m'ont dit, Ouais? j'ai mal compris, de fait. Pas fort en anglais. Ouais. Tu parles encore bien de sa mère. De plus, nous apercevons pour la première fois les Rocheuses canadiennes au coucher du soleil. Quel spectacle saisissant! Plusieurs se promettent qu'un jour je referai ce voyage avec ma famille. C'est donc sur cette note féerique que débute la 3e étape du voyage qui nous mènera jusqu'à Vancouver. Chaque tournant de la route donne le goût de s'arrêter pour photographier ce que l'on croit être le plus beau coin du pays. Dans cette apothéose de merveilles, un adversaire redoutable vient s'ajouter à la liste déjà longue. L'ennui, cet être cher, vers qui on va habituellement chercher le courage et la détermination de poursuivre, sur lequel on s'appuie pour franchir une étape difficile, puiser ce stimulant nécessaire à la réussite. C'est qui t'a envoyé ça? C'est qui t'a envoyé ça? C'est mon épouse avec amour. De mon épouse avec amour. Ça, c'est Jean-Pierre qui a apporté ça? C'est que toi, je vais là, Pierre. Oui, Des vitamines, moi. C'est des vitamines de ma femme. Il y a juste de l'appeler, elle m'a avisé de ça. Donc, ça s'en elle va peut-être en avoir besoin à un moment donné. C'est impossible. Ça, c'est ton gars qui t'a envoyé ça? Une tomate. Une tomate de 5 billets 84. C'est un amateur de tomates. J'ai 2 hot dogs dans le petit jardin dans les connus. Là, vous allez pouvoir jouer aux cartes, regarde ça, c'est beau. Et crème de crème. Oh boy! La glace, Oh là, au Québec, des loups, des lièvres. Montre-moi ça, Marc. Tout y est. Montre-moi ça. Tout y est, c'est. C'est riche, ça. Forêt au Québec. Ouais, les œufs. Lièvre, orignal, Après, dans l'Ontario, ils ont oublié de mettre des maringouins. C'est à ce moment que certains membres de l'équipe, travaillant dans l'ombre, font surface pour aider par des conseils et des encouragements ceux qui en ont le plus besoin. Les pentes sont toujours abruptes et la chaleur aussi intense. On s'est goûté vendredi 13, puis là, c'est mon 13e relais que je t'ai goûté. La côte, là, il y en avait-tu? Imaginez 33 degrés Celsius à 23 heures, dans les montagnes avec des routes sans accotement. Le véhicule d'escorte est alors le plus fidèle ami du coureur. Malgré les quelques problèmes occasionnés par des bris mécaniques,
réparé grâce au talent d'un membre de l'équipe. Ses feux clignotants jaunes rassurent le coureur solitaire et ses haut-parleurs font entendre des airs favoris, stimulant ce dernier. L'équipe de soutien devient de plus en plus un rouage important à l'intérieur de cette grosse machine. La période de repos entre les relais est de plus en plus importante, mais il faut toujours penser au lavage, à l'épicerie, à la préparation des repas et au plein d'eau et d'essence des véhicules. Le temps est donc d'autant réduit. Au fil des jours, on s'aperçoit que le sommeil n'est pas toujours la meilleure façon de relaxer. En effet, quoi de mieux pour refaire ses forces qu'une bonne baignade dans les eaux froides de la rivière Thompson, que nous avons longée sur une centaine de milles en Colombie-Britannique. D'un vert émeraude, cette magnifique rivière serpente les Rocheuses tout en longeant la route nationale. Elle nous séduit tantôt du haut du Fraser Canyon, ou encore, elle s'avance descendant les gigantesques Rocheuses, avec en arrière-plan les sommets enneigés des glaciers millénaires. De plus en plus, la ville de Vancouver nous promet un bel accueil. Les autorités de la chaîne Holiday Inn nous reçoivent à l'hôtel Harborside, à grand renfort de publicité. Une conférence de presse est cédulée pour faire le point sur la traversée du Canada. Quel bout de chemin de parcouru depuis Montréal? Les questions émises au départ ont maintenant une réponse. Du côté blessure, rien de grave. Ampoule, maux de jambes divers traités avec de l'Atlas. L'horaire à suivre est toujours à l'ordre du jour, mais non à cause du retard. En effet, c'est le temps gagné qui commence à inquiéter les capitaines d'unité, puisque nous avons maintenant plus de 10 heures d'avance. À ce stage de la course, nous pouvons dire que la préparation physique était adéquate et que les sacrifices imposés portent maintenant leurs fruits. Nous en sommes maintenant à la 4e et dernière étape. Elle débute plutôt mal, car suite à un appel reçu à Vancouver, les autorités policières de l'État de Washington nous refuseraient le droit de courir sur les routes prévues à notre trajet. C'est un moment de négociation intense. Et grâce au dialogue et à la compréhension des autorités policières de l'État de Washington, nous pouvons continuer le parcours tel que prévu. Les esprits sont échauffés et le seuil de tolérance est au plus bas. Cependant, à la vue de l'océan Pacifique, le calme revient et redonne une nouvelle vigueur à toute l'équipe. Enfin, après 18 jours de course, nous suivrons le bord de la mer presque jusqu'à la fin de ce parcours. Les arbres sont différents, la végétation luxuriante à l'infini. Quoi de plus fascinant pour un coureur? Pratiquement aucune pollution. Une température idéale à 20 degrés Celsius et un paysage grandiose. L'Oregon est tout aussi agréable à franchir que l'État de Washington. Enfin, la Californie est devant nous. Et c'est au son des klaxons, des sirènes de police et de la musique que le coureur croise la frontière californienne. Welcome to California. On est rendu, Pierrot! Ouais, monsieur. On est là! Les palmiers font d'abord leur apparition, puis ce sont les séquoias géants, se dressant à des hauteurs de près de 400 pieds, avec un diamètre à la base de 24 pieds. C'est extraordinaire, la grosseur des arbres qu'il y a ici. Fantastique. Robert Gosselin termine le dernier relais de l'équipe 3. Comment tu trouves ça, Robert? 4 relais, 4, tu commences à y compter sur le bout des doigts. Allez, c'est du cœur. Ouais, Comme j'ai encore le mot extraordinaire.
C'est ça qu'on a comme situation ici, dans cette forêt-là. On se fait où la 101? Non, non, une couple de mille. Beau ici, c'est brave. Très, très beau. Les grands chats à ta On est à l'ombre, ça fait du bien. Quand on monte un petit Saint-Bel pour nous autres, fait qu'on en descend. Attends pas. Pas vite, là. Un aspect très important de la course refait surface. En effet, notre avance sur l'horaire prévu est maintenant de 12 heures. Deux choix s'offrent à nous. Ralentir le tempo ou allonger le trajet. Après avoir tenté l'expérience de ralentir la cadence depuis la frontière des États-Unis, la deuxième solution est adoptée après une vive discussion. Nous n'avons plus le choix. Il est primordial d'arriver à l'heure prévue à Los Angeles suite aux engagements pris au départ avec les différents commanditaires immédiats. De ce fait, le parcours est allongé de plus de 100 km. Ça devient très difficile physiquement et moralement. Le nouveau tracé s'avère des plus capricieux, avec une route sinueuse et à peine assez large pour laisser passer deux petites voitures, sans compter les pentes abruptes tout au long du parcours. Pour ajouter à l'épreuve, il n'y a à peu près pas de vie humaine à des kilomètres à la ronde. Suite à cette épreuve, c'est le retour au trajet initial, avec l'avenue des Géants, le Golden Gate Bridge et la ville de San Francisco. La fin du voyage approche. Les grands centres se succèdent maintenant à un rythme plus régulier. Et suite au trajet secondaire, emprunté dans le nord de la Californie, nous sommes maintenant sur l'horaire prévu. Quelques relais et c'est terminé. La ville de Santa Cruz s'avère une agréable surprise pour tous. L'accueil qui nous est réservé par la représentante de la Chambre de commerce de cette ville dépasse toutes les espérances. Cette dernière, québécoise d'origine, s'est dite très fière suite à l'effort fourni par ses compatriotes. Des souvenirs sont offerts à l'équipe, les kilomètres paraissent maintenant moins pénibles à franchir. Et la ville de Los Angeles est à notre portée. Quand tu nous as référé dans les choses là, la fille a dit, on a redonné de la marathon. J'ai dit oui, puis j'ai trouvé le secret. Là, elle dit, c'est quoi ça? Just moi te l'expliquer. À l'aube de la dernière journée du périple, un dernier problème survient et il est de taille. Les autorités de la police de Los Angeles nous informent que nous devons être à l'hôtel de ville à 11 heures et non à midi. Les 33 derniers milles sont donc divisés également entre les trois unités. Nous avons 4 heures pour reprendre 1 heure de retard. Chacun puise dans ses dernières réserves pour réussir. À l'entrée de la ville, mission accomplie, puisqu'on nous demande de ralentir la cadence. Une escorte formidable se met en branle pour les derniers kilomètres. Motos, chevaux et autos en quantité innombrable nous suivent jusqu'à l'hôtel de ville et la foule est nombreuse. Nos proches et les dignitaires attendent avec impatience. Les étreintes sont nombreuses. Tout le monde est ému. Les larmes coulent abondamment. Les poignées de main sont sincères. La majeure partie des problèmes est oubliée. Bien sûr, certaines blessures seront longues à guérir. Mais l'enjeu en valait la chandelle. Nous avons ensuite l'agréable tâche d'assister aux nombreuses réceptions offertes en notre honneur par les autorités de la ville, la Maison du Québec, l'Académie de police et les Dodgers de Los Angeles. À tout ceci s'ajoute une visite guidée au Los Angeles Coliseum à la veille de l'ouverture de la 23e Olympiade d'été. On n'a pas emprunté le chemin le plus facile. À un moment donné, on était en avance sur notre temps. Il a fallu faire de la distance encore pour pouvoir arriver à cette heure-ci aujourd'hui. C'était une expérience extraordinaire. Les 15 bonhommes qui se sont entraînés pour ce rêve ultime-là, je pense que c'était 2 ans d'effort et on finit aujourd'hui avec l'enthousiasme. Le fameux Fraser Canyon, ça a été la partie, je pense, la plus pénible. C'est désertique, c'était excessivement chaud. J'ai couru, entre autres, à 1 heure du matin à 33 Celsius. Il était à peut-être 3 heures du matin, puis je me sentais complètement seul à part du 10 qui me suivait. Tout à coup,
j'attends applaudir. Je fais le saut. Il y avait 2 personnes sur le bord pour m'applaudir. Je m'attendais pas à ça du tout. Ça a commencé quand, la grande aventure? Disons qu'en 1976, les policiers de Los Angeles ont couru jusqu'à Montréal pour le bicentenaire et puis ils nous souhaitaient bonne chance pour les Jeux olympiques 76 aux policiers de Montréal. Ce faisant, ils ont battu un record du monde, leur propre record du monde qui battait de course de longue distance à relais. En 1979, des pompiers d'Australie ont battu le record des policiers de Los Angeles. Et puis là, en 1979, après ça, seulement 3 des coureurs qui, en 1976, avaient accueilli les policiers de Los Angeles sur 10 demeuraient encore actifs. On a décidé d'organiser la course Montréal-Los Angeles. Alors, c'est en 79 là, que vous avez décidé ça? C'est ça. En 79, disons, on a mis les bases. Choisi les coureurs, choisi un peu l'itinéraire qu'on était pour prendre, combien d'argent ça lui prendrait, ainsi de suite. Est-ce que les policiers étaient tous de Montréal? C'est ça. C'est tous des policiers de la communauté urbaine de Montréal. Et vous étiez combien? On était 15 policiers coureurs et on avait un groupe de support de 6 personnes qui nous assistaient. Chauffeur, relations publiques et un policier qui s'était blessé à 10 jours avant le départ, qui a dû remplacer à la dernière minute, qui est venu comme support d'équipe. Maintenant, est-ce que vous dites des policiers coureurs? Est-ce que vous étiez tous des coureurs de longue distance ou des coureurs du dimanche? Disons que c'était tous des policiers qui avaient couru depuis 10 ans, une expérience de 8 à 10 ans, et puis qui avaient couru plusieurs marathons. Je crois qu'on était rendu à 170 marathons de 26 000 complétés pour les 15 policiers coureurs. L'entraînement en vue de cette course, comment s'était fait? C'était assez plaisant. On s'est entraîné les dimanches matins en groupe. Un groupe des 15 coureurs, là, habituellement on était 10-12 qui venaient, on courait à 2 heures, et puis durant la semaine, nous étions 2 policiers en charge de l'entraînement. On se communiquait, comment ça va, l'entraînement c'était environ 60 000 par semaine, par coureur, pour les derniers 2 ans avant de partir. Maintenant, est-ce que vous vous connaissiez entre vous avant d'entreprendre cette chose-là? C'est ça, les 15 policiers, on se connaissait assez bien. Disons qu'on participe activement aux compétitions au Québec et à l'extérieur. Lorsque je me suis rendue à Los Angeles, dans l'avion, il y avait les épouses de tous les policiers. Et puis j'ai cru comprendre que maintenant, elles se connaissaient très bien. Je peux comprendre que les policiers se connaissaient à cause de leur travail, mais est-ce qu'il y a eu des rencontres qui se sont faites à l'extérieur de ça pour qu'on puisse partager un peu, c'est pas un périple, mais presque? Effectivement, on a eu quelques rencontres pour que les épouses se connaissent et puis les amis pour jaser un peu, savoir, parce que c'était toute une aventure qu'on entreprenait, savoir qu'est-ce que les autres étaient pour faire pendant 23 jours. Les autres, on courait, c'était pas compliqué. Mais ça va pas l'air trop malheureux? Non, il y avait de l'air assez joyeux, il y a eu beaucoup de plaisir, il y a eu des rencontres, des soupers pendant le temps qu'on était partis. Savoir, ton mari t'a appelé cette semaine? Ah oui, c'était ça, les échanges que l'on entendait. C'était plaisant. Les autres, ils ont eu un très beau voyage aussi à Los Angeles. Maintenant, vous êtes parti le 3 juillet, c'est ça? C'est bien ça. Comment ça s'est passé à partir de là? Qu'est-ce que c'est une journée type? Une journée type, c'est que le coureur, il y avait 3 véhicules motorisés, des véhicules Appalaches du Québec. Les 3 véhicules motorisés. À l'intérieur de chaque véhicule, il y avait 5 coureurs et un chauffeur, un homme de support. Les coureurs couraient 10 000 à relais chacun leur tour. Donc, on couvrait 50 000 en l'espace de 6 heures, les 5 coureurs. Aussitôt, se compléter, les derniers coureurs entraient dans le véhicule, prenaient une douche, mangeaient une petite bouchée, se désaltéraient, lavaient le linge un petit peu. Là, on se préparait, on roulait 100 000 plus loin sur le même parcours que les coureurs n'étaient pas empruntés. On stationnait à 100 000 plus loin. Et là, on attendait environ 4-5 heures à ce que l'autre équipe, les 2 autres équipes venaient nous rejoindre. Ils avaient complété leurs 100 000. Pendant que l'un d'entre vous courait, qu'est-ce que les autres faisaient? À l'intérieur du véhicule, on avait des fonctions très établies. C'est que, premièrement, on conduisait le véhicule d'escorte, qui était un petit Jeep, un véhicule bombardier qui nous suivait à l'arrière. Et deuxième heure que le coureur était, il était passager du véhicule. Il s'occupait de la musique, s'occupait de donner l'eau au coureur, s'il avait besoin de quelque chose. Troisième heure, chauffait le véhicule motorisé. Finalement, il avait 1 heure de repos avant de courir son 10 000. Ensuite, il courait son 10 000, ça complétait le 6 heures. Maintenant, ça veut dire, par exemple, au bout d'une journée, vous aviez combien de temps de repos? On dormait combien d'heures par jour? Grosso modo, la moyenne était environ de 3 heures à 4 heures. Ça, c'était les 4 heures, c'était le maximum. Parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que... C'était les grosses nuits de sommeil, ça. C'est ça. Ça, c'était les grosses nuits de repos total. 4 heures, ça, c'est quand on pouvait dormir.
c'est qu'on finissait de courir souvent, vu qu'on courait 24 heures par jour, les horaires qu'on changeait continuellement. Chaque coureur avait un horaire particulier à lui-même, dû au fait qu'il courait à un certain moment donné. Avant de courir, qu'est-ce qu'il avait à faire? Après courir, qu'est-ce qu'il avait à faire? Laver son linge, manger. L'horaire de manger à l'intérieur du véhicule, on allait mettre ça avec des petits plans B. À un moment donné, on n'avait peut-être pas le temps d'en prendre. C'est que c'était assez compliqué, le temps d'arrêter, manger. Un mangeait à 1 heure, l'autre mangeait à 2 heures, l'autre mangeait à 3 heures. Finalement, 24 heures par jour, avec quelqu'un qui mangeait. Il y avait quelqu'un qui dormait continuellement dans le véhicule. Il y avait quelqu'un. Ça n'a pas dû être facile. Disons que la préparation psychologique a peut-être manqué un petit peu, c'est qu'on était tellement affairés à préparer le budget, préparer l'entraînement, que les gars physiquement soient prêts, tout. C'est qu'on continuait à travailler tout le temps, continuait à vivre en famille, continuait à faire notre train-train quotidien. La préparation psychologique, on s'est pas attaqué aussi à un record qui était tellement facile. C'est que 23 jours, on enferme 6 policiers avec un caractère particulier. Des policiers sont des personnes qui ont des caractères assez souvent explosifs, souvent démonstrateurs. Est-ce que vous vous êtes donné des contraventions entre vous? C'est ça, justement. Il y en a un, entre autres, à un moment donné, après 3 jours, c'était un policier motard. Il dit « J'ai oublié quelque chose avant de partir, mes billets. » Fait que ça allait assez mal. Mais disons que on s'est parlé d'en face. C'est normal, un peu. Et puis, je pense qu'après qu'une personne avait fait sa petite crise, qui était normale, la tension baissait, puis tout le monde, rendu à un moment donné, passé Vancouver un peu, on commençait à être habitué pas mal plus, rendu au bout de 10 jours, 12 jours de course, on était plus habitué un peu, on savait les petits caractères d'un, on savait les petits bobos, comment prendre pour le faire sourire ou des choses comme ça. Puis après ça, disons que vers la fin du voyage, ça allait assez bien, les véhicules, on avait beaucoup de plaisir. Est-ce que vous avez eu des aventures particulières? Oh, on a eu des petites aventures. On s'est amusé, disons. Dans la police, on appelle ça du tirage de pipe. C'est amusé. Entre autres, on en avait un dans notre véhicule qui... ça faisait 3-4 jours que c'était pas lavé la tête. Puis je plaignais toujours, j'ai hâte d'avoir du shampoing, j'ai hâte d'avoir du shampoing. Finalement, à un moment donné, ça allait être une marque de shampoing qui ressemblait étrangement à du miel. Ça fait qu'on a fait le petit changement, shampoing, miel. Et puis aussitôt qu'il a terminé sa course, il s'est dit là, j'ai hâte de prendre ma douche. Fait qu'il est embarqué dans le véhicule, il est embarqué à l'intérieur. Puis là, on a entendu quelques censures à l'intérieur du véhicule. Puis il est sorti de la douche avec les cheveux droits de sa tête partout, puis les mains tout collées. Il dit quelle sorte de shampoing que c'est ça. On a eu beaucoup de plaisir. L'autre aventure qui est arrivée, c'est qu'un un policier qui avait fini de courir, embarqué dans le véhicule. Et puis à un moment donné, il a arrêté sur le bord du chemin. Pas arrêté pour stationner longtemps, il a arrêté, il a mis le véhicule au neutre, au lieu de le mettre à la position de stationnement park. Et puis durant ce temps-là, le temps qu'il se lève, il s'en est en arrière, il y en a un qui embarque dans la douche, il prend sa douche. La seule chose qu'il avait, ce qu'il n'avait pas calculé, c'est qu'il était stationné sur une pente, sur le bord de la route. Arriva ce qui devait arriver, le véhicule a commencé à déambuler sur le bas de la pente. Le temps qu'il stationne, qu'il mette sa bière à 4 parts, puis qu'il parte à courir pour mettre le véhicule, freiner le véhicule, ça a été assez rapide. Donc, quand il a piqué les freins avec peut-être pas trop de délicatesse. Celui qui était dans la douche s'est ramassé, la porte s'est ouverte, s'est ramassé couché à la tête, le rideau de douche. Où est-ce qu'on s'en va, tout? C'était des aventures assez cocasses. Arrivé à Los Angeles, à part de ça, on vous attendait, là, même que votre arrivée a été retardée parce qu'il y avait trop de gens, des motards qui vous attendaient. C'est ça, c'est que l'arrivée de Los Angeles, si on prend le pape qui est venu à Montréal, il y a eu 27 motos. À Montréal, nous avons seulement que 27 motards de police. À Los Angeles, nous avions une escorte de 30 motos de police. Alors, c'était assez spécial. On ne se prenait pas pour le pape, mais pas loin. Mais vous étiez à pied, par exemple. C'est ça, on était à pied, on n'avait pas de papa mobile. On est arrivé et puis on a eu... C'était incroyable, l'accueil. On traversait la rue, tout le monde sortait voir ce qui se passait. On regardait des bâtisses 10 étages, il y avait des fenêtres d'ouvertes partout qui criaient. Ça demandait ce que c'était. Ils pensaient que c'était la flamme olympique. Je ne savais pas que c'était des policiers, ils peut-être pas crié tant que ça. Et puis on est arrivé à l'hôtel de ville, effectivement. Le maire Bradley, qui lui... nous avions un horaire précis d'arriver à 11h05 à l'hôtel de ville. À 11h juste, on nous dit de ralentir un peu à cause que le maire, il était escorté, lui, dans sa limousine, puis se rendre à l'hôtel de ville, ne pouvait pas dépasser notre cortège. Ça fait qu'il a fallu faire un détour d'1 mille de plus. Et nos épouses, nos amis qui étaient avec nous autres à Los Angeles, qui venaient de l'hôtel en autobus pour se rendre à l'arrivée, l'autobus les avait oubliés. Donc, il y a des épouses ils sont mis au milieu de la rue, ils ont arrêté un véhicule de police, ils ont embarqué 7 sur l'arrière du véhicule automobile, d'autres qui ont embarqué dans un taxi, qui sont venus nous rejoindre. En terminant, là, rapidement, si l'expérience, là, vous pouviez la renouveler, le feriez-vous? Je partirai ce soir. Dans 1 heure d'avis, je suis prêt à partir. Merci beaucoup. Bienvenue. L'objectif fondamental a été atteint et le projet dans son entité est demeuré fidèle à ce qui fut projeté dès sa conception à l'été de 1982.
Nous avions comme objectif de défier à pied les quelques 5200 km séparant Montréal de Los Angeles via Vancouver, d'organiser un tel périple avec la collaboration de ceux et celles qui, en cours de route, croiraient en nos possibilités, tout en conservant l'autonomie totale de notre organisation, et c'est ce que nous avons réalisé. Les participants subirent un entraînement rigoureux obligatoire durant les 2 ans précédant le départ. Ces contraintes additionnelles parmi tant d'autres exigeaient beaucoup de compréhension de la part des familles déconcernées. Physiquement, nous étions tellement bien préparés que cette bonne condition a été une source d'ennuis supplémentaires en cours de route, à savoir une avance de plusieurs heures sur l'horaire préétabli. Face à cette situation, il a été décidé de ralentir durant un certain temps les coureurs, permettant ainsi la mise en œuvre de la seule solution logique qui se présentait à nous, soit de rallonger l'itinéraire afin que puisse être respectée l'heure et la date d'arrivée à l'hôtel de ville de Los Angeles. Déjà, il existe une documentation abondante sur la façon de bien s'entraîner et de se préparer physiquement à faire face à un tel projet. Mais très peu d'écrits existent sur la préparation mentale exigée pour subir durant près d'1 mois les conditions de vie claustrophobiques d'une maison motorisée partagée par 6 hommes. La pression et cette anxiété de toujours être prêt à bien représenter ce que tu es auprès des médias et de la population qui t'observe. Tous ces facteurs ajoutés à cette crainte de blessures toujours possibles, aux conditions climatiques exceptionnelles et parfois insupportables, ont créé une instabilité émotionnelle non prévue chez la plupart des participants. Tout cela vécu loin des familles de ceux et celles avec qui l'on se rapproche et se confie lorsque la vie vous apparaît insupportable. Vu d'aujourd'hui, ces 23 jours furent sûrement les moments les plus exaltants dans la vie de tous les participants. Ce défi a permis à chacun de nous de se découvrir face au stress et aux contraintes psychologiques, physiques et morales. Il a apporté à chacun une fierté comme individu, policier et citoyen. Nous avons apporté à nos collègues un sentiment de fierté, d'appartenance. Par nos efforts, nous avons sensibilisé plus que l'ensemble de la collectivité policière, mais aussi celle des citoyens de la communauté urbaine de Montréal, des Québécois et des Canadiens. Cette fierté que nous avons pu apporter à nos familles et nos collègues vaut bien plus que toutes les contraintes subies lors du relais Montréal-Los Angeles 1984. Merci à tous ceux et celles qui l'ont rendu possible. La nuit est longue quand seul tu dois courir. Le silence te déchire.